Accueillir Mme Edith Blanchette, qui est chargée de projet à l'organisme des bassins versants à Côte-du-Sud, pour regarder avec vous les opportunités de faire analyser votre eau. Bon, ben, merci d'être présent. Bienvenue à tous. Alors, je vais juste, comme pour commencer un peu la présentation, je peux prendre les questions au fur et à mesure là, que je fais la présentation pour s'assurer du bon fonctionnement, que vous comprenez quand même tous les segments que je vais vous présenter. Mais sinon, on peut garder les questions aussi à la fin. Et pour s'assurer que ça dure au moins 30 minutes, 40 minutes de présentation. Puis ceux qui veulent quitter par la suite pourront peut-être quitter. Puis si vous avez des questions particulières, parce que des fois, vous avez des cas particuliers que vous voulez discuter, moi, je vais rester à la fin. Vous pouvez venir me voir. Puis du meilleur que je peux, je vais répondre à vos questions. Sinon, je vais vous référer à la bonne personne pour répondre à vos questions. Alors, ce projet a été monté par la chaire de recherche interdisciplinaire de la santé et des services sociaux pour les populations rurales de l'UQAR. Et ils sont venus chercher par la suite les OBV que je représente. Moi, je m'édite des OBV de la Côte-du-Sud. En fait, on est des organismes de bassin versant qui s'occupent de la gestion des eaux. On est beaucoup des organismes qui s'occupent de la sensibilisation sur la qualité d'eau et beaucoup dans les rivières. Mais là, c'est comme j'expliquais, on est en train d'explorer le souterrain. Et là, on vient vous sensibiliser et vous expliquer certaines notions par rapport à l'analyse d'eau de pluie. Et il y a aussi la santé publique de Chaudière-Appalaches qui est dans le projet, qui nous a aidés à élaborer des outils de communication, des outils aussi de sensibilisation. Alors, on va partir. Alors, pour commencer, le plan de la rencontre, je vais vous expliquer pourquoi faire analyser votre eau. Par la suite, qu'est-ce qui pourrait contaminer votre puits? Ensuite, c'est quoi les avantages de participer au projet Mon eau, mon puits? Quelles analyses faire et à quel moment les faire? Par la suite, on va vous expliquer comment recueillir les échantillons d'eau et ensuite les faire parvenir là, au labo via la municipalité. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir vos résultats? C'est souvent la question qu'on se pose, c'est qu'on a des résultats, mais on a de la misère à les interpréter. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a développé pour vous aider. Et par la suite, on va pouvoir avoir des discussions, des questions. Et aussi, ce soir, vous pouvez acheter des kits. Il y a un seul kit qu'on n'a pas encore avec notre disposition, que je vais vous expliquer c'est lequel, qui va arriver lundi là, à la municipalité. Alors, voilà. Pourquoi faire analyser votre eau? Alors, une eau, c'est essentiel pour votre santé parce que d'abord, une eau contaminée peut nuire à court terme à votre système digestif. Une eau aussi peut nuire à long terme, plutôt au cerveau, aux nerfs et au comportement. Une eau contaminée peut amener aussi des problèmes au système cardiovasculaire, aux poumons, aux reins, au système reproductif et peut amener aussi à des cancers. D'où l'importance de faire analyser son eau. J'ai une petite question pour vous, un petit vrai ou faux. Si l'eau de votre puits était contaminée, vous vous sentiriez malade? Non, pas nécessairement. Alors, la réponse, bon, vous avez eu la bonne réponse, c'est faux. L'eau, personnellement, pourrait peut-être pas vous rendre malade, mais elle pourrait rendre malade des groupes les plus sensibles, comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et aussi le fait qu'il y a des effets sur le long terme. C'est pas comme si on parle beaucoup de leucolie, qu'eux ont un effet quand même assez instantané, mais il y a des eaux contaminées à des métaux qui peuvent avoir des effets sur le long terme. Il y a aussi le fait qu'on s'est habitué par moment à notre eau, que peut-être qu'ils ont des coliformes. On s'est habitué, notre système s'est habitué à expulser ces contaminants-là, mais notre voisin, des amis qui viennent à la maison, eux, ils n'ont pas un système non plus qui se sont habitués à cette eau. Alors, il y a un autre aspect aussi que dans le règlement sur la qualité d'eau, il y a l'article 3 qui dit que le propriétaire doit fournir
une eau potable à sa famille et à ses visiteurs. C'est une responsabilité civile. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir cogner et va vous donner une amende. C'est vraiment une responsabilité morale de fournir à ses occupants et à ses invités une eau de qualité. Et pour s'en assurer, eh bien, c'est de la faire analyser. Qu'est-ce qui pourrait contaminer votre puits? Il y a 3 types de contaminants. Alors, il y a les bactéries et les microbes, qu'on appelle microbiologiques. On a les nitrites et les nitrates, qui font partie des contaminants physico-chimiques. On a les métaux et les minéraux, qui sont aussi des contaminants physico-chimiques. Il y a aussi, oui, je voulais rajouter, il y a aussi, votre puits peut être contaminé par des produits chimiques aussi qui sont utilisés à la maison. Disons qu'on range des fois près du puits des produits qu'on utilise pour l'entretien de notre voiture, ça s'égoutte, notre voiture qui a des problèmes, ça s'en va vers le puits. Ça aussi, ça peut être des sources de contaminants. Il y a aussi des produits industriels ou comme des pesticides par moment quand on est dans des zones agricoles. Alors, pour les sources de contaminants, alors pour ce qui est de microbiologique et de nitrite et nitrate, en général, d'où provient ces contaminants? On a des installations septiques défaillantes, on a aussi des anciens usages industriels du terrain, des activités agricoles, jardins avec on met l'engrais, des pesticides, et les excréments d'animaux d'élevage ou même de compagnie. Alors, quand son chien vient faire ses besoins, on est près du puits à tout l'été, c'est sûr qu'éventuellement, ça peut être contaminé. Parce que même si on a un puits très profond, c'est une question que je pose tout à l'heure, mais là, je vais vous la donner la réponse, c'est qu'on a fait une faille ça fait qu'on a fait un chemin direct vers la nappe phréatique. Alors, le contaminant, il s'achemine assez rapidement vers la nappe, puis après ça, on va le pomper, puis on va l'avoir dans notre réseau là, à l'intérieur de la maison. Pour ce qui est des métaux et des minéraux, il y a des sources comme des sels de déglaçage, que ce soit le ministère des Transports ou même la municipalité, des fois, on utilise le sodium pour mettre sur nos routes. Eh bien, s'il y a un problème au niveau du sodium, là, c'est sûr que vous êtes près de la mer de Champlain, fait qu'il y a quand même du sodium de façon naturelle dans votre région. C'est pour ça qu'on dit que les contaminants peuvent provenir de sources naturelles. C'est dans le sous-sol qu'ils se trouvent, ou ça peut être de provenance des activités humaines. Alors, si vous avez des problématiques de sodium, c'est sûr que là, on appelle la santé publique, puis on essaie de voir la provenance, la source de cette problématique-là, si c'est naturel ou si c'est lié au sel de déglaçage. Il y a d'autres contaminants aussi chimiques. Il y a des produits chimiques qui sont entreposés à la maison qui peuvent aussi être une source possible de contamination. Alors, comment les contaminants peuvent-ils s'infiltrer dans votre puits? Eh bien, un puits en mauvais état, un puits fissuré, qui a eu des dommages par des racines de saule, des grosses racines d'arbres, des travaux d'excavation ou de dynamitage qui ont brisé le puits, bien, ça fait des sources d'infiltration. Il y a des événements comme des inondations aussi. Quand il y a une inondation qui vient de l'eau par-dessus son puits, bien, il y a une infiltration qui peut se passer dans votre clapet de puits. Ensuite, un incendie. Il y a des sécheresses aussi. Quand il n'y a plus d'eau, les minéraux sont beaucoup plus concentrés dans le fond quand vous pompez l'eau. Alors, ça fait une source de contamination et une panne de courant aussi. Ça, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ce qui est recommandé, c'est quand vous avez une panne de courant, de ne pas utiliser l'eau. Que vous allez continuer à boire de l'eau embouteillée, si vous en avez, vous allez vous en chercher parce que dès que vous utilisez la pompe, il y a comme une pression d'eau au niveau du puits et de l'intérieur de votre maison, là, de vos robinets.
Puis quand vous enlevez toute cette pression-là, quand vous utilisez votre eau pendant une panne d'électricité, et là, vous enlevez toute la pression, et là, si votre réseau est fissuré, bien là, il y a des contaminants qui vont commencer à entrer. Et là, quand vous allez repartir, quand l'électricité va revenir, vous allez repartir votre pompe, bien là, les contaminants vont aller dans votre robinet. Est-ce que vous comprenez un peu cette... Fait que ce qui est comme recommandé souvent, quand il y avait une tempête, là, c'était la veille d'une tempête, il disait de remplir son bain d'eau pour que la chasse d'eau, on l'utilise de façon manuelle. Là. Fait que c'est un peu dans le même principe là, aussi de ne pas utiliser son puits, là, la pompe, pendant la panne d'électricité. Puis quand ça revient, ben là, c'est correct, on a gardé la pression d'eau. Par la suite, il y a aussi les fortes pluies et la fonte des neiges qui peuvent entraîner aussi des contaminants parce qu'il y a beaucoup plus d'infiltration d'eau et vu que la neige a été contaminée par toutes sortes d'éléments pendant l'hiver, bien, ça peut amener là, des contaminants au niveau du puits. Vrai ou faux? Si vous avez un puits tubulaire artésien là, très profond, c'est la question que je vous ai posée. Est-ce que votre eau ne peut pas être contaminée? Alors, la réponse est? peut être contaminé. Faux! Elle peut être contaminée. En cas de panne de courant, on va mettre un réservoir avec la pression dedans dans la maison. Donc, ce que tu disais tantôt par rapport à l'alimentation, Oui. c'est pas la même. À moins que ça dure pas longtemps. C'est souvent quand c'est vraiment une longue panne de courant. Là, des pannes de courant qui sont courtes, c'est moins problématique. Là. Mais c'est juste que si votre tuyau a une fissure, là, si le tuyau qui rejoint la pompe, le puits à votre maison, bien là, si vous enlevez toute cette pression-là, si vous enlevez toute l'eau, bien là, il y a de l'air qui est dans le tuyau et éventuellement. Ça, une fissure, ça cause bien d'autres problèmes que ça. Oui, aussi, bien sûr. Mais ça, c'est des explications de la santé publique aussi qui vous suggèrent. Fait que je vous transmets l'information. Par la suite, alors, comme je vous ai dit, vu qu'on crée une brèche dans le roc et dans le sol, eh bien, on crée aussi un canal quand même pour se rendre à la nappe phréatique et puis ramener des contaminants au niveau du sol. De plus, si votre eau pourrait être contaminée, la structure du puits est endommagée, ça pourrait être une problématique. Le tuyau entre le puits et la maison est endommagé, on l'a expliqué tout à l'heure. Puis aussi, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi si votre eau, votre puits est très profond, il peut y avoir aussi naturellement des contaminants dans la roche. Comme il y a certains métaux qui sont dans la roche de façon naturelle, que ça soit du manganèse ou de l'arsenic ou du sodium, comme je vous ai expliqué, qui sont de façon naturelle dans le sous-sol. Il y en a qui sont vraiment à des minimes quantités, qui ne sont pas néfastes pour la santé. Mais des fois, il y a certains endroits qui sont en plus forte concentration. Alors, c'est pour ça qu'il faut vérifier pour savoir si on a ces contaminants-là pour éventuellement avoir un bon système de traitement. La pente du terrain qui dirige l'eau vers le puits. Il y a aussi, en général, quand on a surtout des puits artésiens, la pente devrait aller vers éloigner l'eau du puits. Il y a certains endroits où la pente va vers le puits, alors il y a une accumulation d'eau là, lors de la fonte des neiges ou lors d'une pluie, et là, éventuellement, ça s'infiltre autour du puits. Un autre vrai ou faux, bon, vous allez sûrement vous revenir, mais si votre fonte septique est neuve et vous a coûté 35 000 $, votre eau ne peut pas être contaminée. Alors, il va avec un faux, c'est faux. Alors, d'abord, il y a d'autres sources possibles. On a ici le champ d'épuration qui est trop près de votre puits. Et ça peut être aussi la fosse septique du voisin qui est problématique, qui vient contaminer votre puits. Ensuite, il peut y avoir aussi du fumier ou d'autres engrais qui ont été épandus à proximité de votre puits. Il y a quand même des distances de 30 mètres à respecter. Les agriculteurs sont au courant de cette. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des puits
sont pas à la vue. On les voit pas. Il y a des puits qui sont comme ensevelis. Il y a des gens qui savent même pas où sont leurs puits. Fait que je sais que l'UPA, je pense qu'ils vendent des petits drapeaux. Des fois, ça serait bien d'indiquer d'un petit drapeau si vous habitez proche d'une zone agricole, votre puits ou qui est indiqué pour que l'agriculteur soit au courant là, de où est situé votre puits. Ensuite, il peut y avoir aussi vos animaux de compagnie qui vont faire leurs besoins près du puits. Ça peut être une problématique aussi. Puis, comme j'ai mentionné, certains métaux qui sont naturellement présents dans la roche. Les avantages de participer au projet. Maintenant, là, je vais plutôt vous parler vraiment du projet Mon eau, mon puits. Là, on a fait une partie un peu plus d'introduction, d'information, de sensibilisation. Alors, le but du projet, c'est vraiment d'inciter les gens à faire analyser l'eau de leur puits pour une question de santé publique puis de prévention. On a réalisé qu'il y avait peu de gens qui faisaient analyser l'eau de leur puits. Il y a un sondage qui a été fait en Estrie sur à peu près 100 propriétaires de puits. Il y en a seulement 4 qui faisaient analyser régulièrement l'eau de leur puits. On voit quand même avec les années qu'il y a eu des changements de comportement parce que on a essayé d'accroître les connaissances. Fait que c'est ce qu'on veut comme le but du projet, c'est d'accroître les connaissances, réduire des fausses croyances. Aussi, réduire les contraintes logistiques parce que des fois, les gens sont au courant de ces informations, mais c'est que les coûts sont énormes. Comment fonctionner, comment faire l'analyse et où aller la porter. Vous êtes quand même chanceux, vous avez quand même un laboratoire à la Pocatière, mais il y a des régions où que le laboratoire est à 3 heures de leur demeure. Ensuite, on voulait aussi faciliter l'interprétation des résultats parce qu'il y a l'analyse, oui, mais quand on a les résultats, qu'est-ce qu'on fait avec? On a développé un outil pour vous et ensuite faciliter l'application des mesures correctrices en cas de contamination. S'il y a une contamination, on a des informations sur un site Internet et vous allez avoir un accompagnement là, si nécessaire, si ça va au-delà, si le site ne répond pas à vos questions, si on n'est pas, il va y avoir un accompagnement qui peut venir soit du laboratoire, soit de la santé publique ou soit de l'OBV. Alors, les actions qu'on a mises en place pour accroître les connaissances et réduire les fausses croyances, comme je vous ai dit, on a fait un site Internet. On a aussi développé une campagne de promotion locale où qu'on a vraiment moussé, on a fait plein d'outils qu'on a donné à la disposition de la municipalité pour qu'elle puisse les propager. Et on a formé aussi des ambassadeurs locaux qui sont au sein de votre municipalité, qui ont été formés pour répondre à certaines de vos questions. Ensuite, pour réduire les contraintes logistiques et financières, on fait des achats regroupés. Comme ça, le prix du transport n'est pas compté. C'est comme ça qu'on est capable de réduire les coûts des analyses. Ensuite, on a aussi la municipalité qui vont organiser la distribution des kits et aussi leur acheminement au laboratoire. Dans le fond, l'idée, c'est de créer un service de proximité pour les citoyens. Ensuite, un résultat d'analyse envoyé à chaque propriétaire. Là, je veux vous aviser que c'est quelque chose que je vais vous répéter tout à l'heure, mais maintenant, il ne fonctionne plus par la poste. Il y a seulement 2 options pour avoir les résultats. C'est soit par téléphone ou par courriel. Mais c'est très, très, très encouragé d'avoir un courriel. Que ça soit, si vous n'en avez pas, il y a quand même l'option d'utiliser celui de la municipalité et celui de l'OBV. Je vais vous répéter tout à l'heure, mais essayez d'avoir une personne de confiance, un courriel d'une personne, que ce soit frère, sœur, enfant, pour avoir vos résultats. Ensuite, faciliter l'interprétation des résultats. Il y a un outil que je vais vous présenter tout à l'heure qui vous explique comment comprendre ces résultats et c'est quoi les recommandations que vous devez suivre après avoir un résultat. Souvent, quand c'est résultat positif, ils vont vous recommander de faire votre analyse en automne et au printemps, mais si c'est négatif, si c'est non conforme, et là, ils vont vous dire une liste de choses à faire. Tout dépend du contaminant. Il y a un accompagnement personnalisé aussi par la municipalité et aussi aux besoins l'OBV. Si vous avez besoin d'utiliser l'outil, vous avez de la misère avec Internet, l'OBV, la municipalité peut vous accompagner. Souvent, ça va être mon rôle que je vais faire. Là, je vais vous accompagner pour interpréter certains résultats.
Et pour ce qui est des mesures correctrices, même chose. On va essayer de soit vous trouver une personne qui va être capable de répondre à toutes vos demandes. Moi, je connais certaines choses, mais je ne connais pas tout. Fait que des fois, on appelle le laboratoire, la santé publique, pour trouver les meilleures solutions là, pour répondre à vos problèmes. Quelle analyse faire et à quel moment? OK. Alors, comme j'ai dit, les analyses microbiologiques et nitrite-nitrate, c'est important de les faire au printemps à la fonte des neiges. C'est là qu'il y a des pics de contamination. Ensuite, il y a aussi à l'automne, lors des fortes pluies d'automne, qui s'est suggéré de faire l'analyse microbiologique et nitrite-nitrate. Pour ce qui est de l'analyse des métaux, c'est une fois dans la vie d'un puits parce que vu que c'est dans la roche, ça ne change pas. C'est pas comme si analyse microbiologique et nitrite-nitrate, c'est des activités humaines qui se passent à la surface. La seule chose qui pourrait changer au niveau des métaux, c'est le sodium. S'il y a il y a des déversements de sodium, mais vous allez quand même, si vous avez déjà fait vos analyses de métaux, on ne vous suggère pas de le faire encore une fois. Mais au niveau du sodium, si vous avez un voisin qui a des quantités de sodium, essayez de vous informer un peu là pour savoir peut-être qu'il y aurait peut-être un lien là, par rapport à certaines activités. Mais je vous avertis aussi, ça peut être d'origine naturelle. De quelle analyse ai-je besoin? Fait que là, la première question que vous allez vous poser, ai-je déjà fait analyser l'eau de mon puits? Alors, si la réponse, c'est non, eh bien, on va vous suggérer de prendre l'option 4, qui est microbiologique, nitrite-nitrate et les métaux. Parce que c'est vraiment l'analyse complète. C'est dommage. On a eu un problème avec le laboratoire. On n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On va l'avoir lundi, cette option. Aujourd'hui, on a seulement les options microbio ou microbio-nitrate. Alors, si vous avez déjà fait analyser l'eau de votre puits, bien là, la prochaine question que vous allez vous poser, c'est, bon, est-ce que j'ai déjà analysé les métaux? Parce que ce n'est pas nécessaire de faire analyser pour une deuxième fois pour les métaux. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, alors je vous conseille de prendre l'option 4. Et si vous l'avez fait, vous avez vos résultats de métaux. Alors, on vous propose de faire l'option 1 ou, bien sûr, l'option 2 si vous habitez dans une région où... est-ce que c'est-tu le bon que j'ai pris? Il me manque une petite option. Oui, il manque l'option des nitrites-nitrates qui est l'option 2. Si vous habitez dans une zone agricole, je vous suggère de prendre l'option 2. Si vous êtes loin d'une zone agricole, vous pouvez y aller avec l'option 1. Si vous habitez près d'une zone agricole, l'option 2, qui est microbiologique et nitrite-nitrate. Voilà. Tu entends spécifiquement par zone agricole? Des activités agricoles. Si il y a si le voisin a une ferme. Les champs. Oui, que ce soit vaste, champ, ça entre dans tout ce... Ça fait le sens comme nous, chez nous, les champs en arrière, mais je le fais quand même. Bien, moi, je conseille quand même pour l'îlet de prendre l'option 2 parce que vous êtes si on regarde un bassin versant, c'est que vous êtes près du fleuve, vous êtes à l'embouchure des rivières, vous êtes à l'embouchure, fait que toutes les activités qui se passent en amont, ben descendent. Fait que l'eau souterraine, elle va descendre jusque chez vous. Fait que c'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre l'option 2, nitrite, nitrate et microbiologique. Mais c'est des gens qui sont dans des milieux forestiers, là, je vais leur conseiller microbiologique. Mais pour ceux qui sont vraiment plus près du fleuve, c'est là que je vous conseille quand même l'option 2. Mais il y a quand même des activités agricoles au-dessus de vous autres. Fait que l'eau s'écoule vers le fleuve. Fait que c'est pour ça que, au moins, des fois, ça ne change pas non plus à tous les ans, mais après ça, c'est une recommandation. Si vous avez juste le budget pour option 1 ou prenez option 1, c'est correct là, aussi. Là, c'est quand même, mais moi, je vous suggère quand même de faire, c'est recommandé, et de faire l'option 2. Alors, voilà. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais excusez-moi, je les avais effacés.
ces diapos-là, mais ils sont comme revenus. Alors, ça, c'est vraiment, c'est celle-ci avec, c'est votre bonne diapo, ça, c'est la bonne diapo avec l'option 2. Est-ce que j'habite tout près d'une zone agricole ou est-ce que mon puits est à proximité d'un champ d'épuration? Alors, si la réponse est oui, on prend un microbiologique et nitrite nitrate. OK, bon, là, c'est bon. Autre moment où il est recommandé de faire analyser l'eau de son puits. Il y a aussi, pas juste au printemps et à l'automne, mais aussi là, si vous voyez des changements au niveau du goût, au niveau de l'odeur, surtout si vous voyez aussi au niveau de la couleur. Le manganèse va amener une couleur un peu plus grise, le fer va amener une couleur un peu plus rouille comme ici. Fait que si vous avez des changements de couleur un peu, c'est sûr que c'est un indicateur de faire analyser l'eau de son puits. Des fois, il y a juste, c'est seulement esthétique. C'est pas une problématique pour votre santé, mais si c'est gris, manganèse, c'est une problématique pour votre santé. Quand on parle de l'eau dure, ça, c'est esthétique. C'est pas une problématique au niveau de votre santé. Après certains événements, il peut y avoir, quand il y a une inondation aussi, c'est suggéré de faire une analyse. Après une sécheresse aussi, les bris, un gel, un bris de tuyau, les feux et aussi les pannes d'électricité, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un autre vrai ou faux. Si je désinfecte mon puits à chaque année à l'eau de Javel de façon préventive, je n'ai pas besoin de faire analyser mon eau. Est-ce que, je veux juste savoir, parce que c'était une recommandation de la santé publique il y a plusieurs années, est-ce qu'il y a des gens dans le fond, qui désinfectaient son puits à chaque printemps à l'eau de Javel? Jamais personne n'a fait ça? OK. OK. Ben, la santé publique dit que c'est un faux sentiment de sécurité. Parce que vu qu'on ne sait pas si notre puits est fissuré, on ne sait pas si la fosse septique du voisin a une problématique. Fait que nous, on va mettre de l'eau de Javel, on va penser que c'est correct, puis la contamination, un mois plus tard ou quelques semaines plus tard, va revenir. Puis elle va toujours être présente. Fait que c'est pour ça que la seule façon de savoir, c'est de faire analyser l'eau de son puits. Et quand on vient faire aussi, quand on a un puits contaminé aux microbes, il faut en faire une, par contre, une désinfection. Mais seulement s'il y a un problème. Parce que c'est quand même une énorme quantité, c'est une quantité de chlore qu'on met dans son puits, dans l'environnement. Et après ça, il faut purger toute cette eau. Pendant 24 heures, on ne peut pas utiliser son eau. C'est toute qu'une installation à faire aussi pour sortir le chlore de sa maison. Là, vous habitez, ceux qui sont proches du fleuve, tu ne peux pas nécessairement jeter ça dans le fleuve. Il y a toute cette dynamique. C'est pour ça qu'on vous dit, faites votre analyse. Puis après ça, s'il y a une problématique, on va passer à la désinfection. On va vous expliquer étape par étape, si vous êtes rendu là, comment faire, puis les quantités d'eau de Javel à mettre et tout le procédé. On peut vous accompagner si vous avez une problématique liée aux microbiennes. Alors, je vais passer vite parce qu'on a répondu à ces questions. Et là, je vous présente les kits qu'on offre. Alors, il y a l'option 1 qui est à 71,28 $, qui est juste microbiologique. On a l'option 2 qui est microbio et nitrite nitrate, qui est à peu près 32 de rabais, 85,08 $. Et on a la totale qui est 240 qui est un rabais à peu près de 20 qui va seulement être disponible le 22 avril. Au bureau, oui. On a une petite problématique avec le laboratoire, il y a un problème de communication. Alors, on va les savoir. Ils vont arriver tard demain. C'est pour ça que le bureau va être fermé, ça va être lundi. C'est le laboratoire. Non, c'est le laboratoire qui offre ce rabais. Quand on parle de bureau, c'est quel bureau? Bureau municipal, qui est l'adresse. C'est clair? C'était bien que la municipalité offre un nom. Je ne suis pas celle qui prend les décisions. Alors,
Pour le calendrier pour le projet à Lillet, alors la disponibilité des bouteilles est au bureau municipal. Alors, à compter du 19 avril au 7 juin, vous allez pouvoir acheter des kits. Et j'ai mis aussi les heures d'ouverture de la municipalité. Pour ce soir, on en a de option 1 et option 2, alors qui est microbio et microbio nitrite nitrate. Les paiements qu'on prend ce soir inclusivement, seulement ce soir pour Interact. Mais à l'avenir, ça va être vraiment par chèque et par argent comptant à la municipalité. Ensuite, pour les dépôts des bouteilles, vous avez 4 dates. Puis, je pense, est-ce que vous avez tous reçu un petit pamphlet? OK, ben, dans les pamphlets, il y a les dates aussi. Puis, quand vous allez acheter votre kit, dans le formulaire, il y a aussi en bas les dates qui sont... Non, ça va être par argent comptant ou chèque à la municipalité. Comme quand vous payez vos comptes de taxes, c'est soit par chèque ou... c'est Internet. Bon, c'est pas moi qui... je sais pas si vous pouvez éclairer sur la décision. Et par Internet? OK. Ça vous de voir, là. OK, pour les paiements, sinon, ben, c'est ça, la municipalité. Est-ce que vous voulez clarifier un peu, expliquer un peu plus pour comment que ça pourrait fonctionner? OK. Alors, pour les dépôts, alors, il y a 4 dates. Alors, il y a le 22, il y a lundi le 22. Il y a le 29 avril, qui est la semaine suivante. On a le 21 mai, qui est comme pendant la période des Patriotes, là, la fin de semaine, juste après la fin de semaine des Patriotes, et le 10 juin. On a choisi les lundis. C'est aussi pour accommoder les villégiateurs qui ont des chalets, qui viennent seulement la fin de semaine. Alors, au moins, on leur permet de pouvoir venir porter leur kit la veille. Fait qu'il va y avoir une glacière qui va être mise derrière la municipalité sur une petite galerie à l'ombre. Eh bien, à partir de 17 heures la veille, alors c'est souvent les dimanches, puis il va y avoir un lundi, vous allez pouvoir mettre vos kits. Puis sinon, vous pouvez venir les porter là, aussi avant l'ouverture de la municipalité, les lundis et le mardi. Et sinon, vous pouvez venir les porter à 8h, 11h aussi là, à la municipalité. Après ça, là, je vais vous expliquer un peu comment recueillir vos échantillons d'eau puis les acheminer au laboratoire. Alors, quand recueillir votre eau? Idéalement, ça va être... je l'ai acheté trop vite. Okay. Idéalement, le matin même du dépôt des bouteilles à la municipalité. 1 heure avant, maximum. Ce qu'on vous conseille. Alors, si vous venez dimanche à 7 heures le soir, prenez vos échantillons à 18 heures. Parce que côté microbiologique, si l'échantillon se réchauffe, parce que vous allez avoir des petits ice packs à mettre dans vos glacières, ça peut fausser vos analyses. Alors, c'est pour ça qu'on veut vraiment que vous preniez vos échantillons à la dernière minute avant d'aller les porter à la municipalité. C'est un maximum de 24 heures, mais on vous suggère, parce qu'on ne sait pas des fois le transporteur, quand il va venir les chercher, des fois, il peut y avoir des embûches. On veut vraiment s'assurer là, que tous vos échantillons soient conformes pour pas qu'ils soient refusés par le laboratoire. Avant de recueillir l'eau, rassemblez le matériel nécessaire. Alors ici, j'ai tout le matériel qui est présent ici. Alors, on a, ça va être l'option, la totale. Fait qu'on a ici une bouteille pour le microbien, une bouteille pour les métaux. Votre bouteille, elle va être un petit peu plus petite. Elle va être petite comme ça. C'est une grosse bouteille de métaux. Et une nitrite nitrate. Voilà. Il va avoir votre petite glacière.
revenir aussi avec un bloc réfrigérant. La première chose que vous allez faire à la maison, c'est mettre ce bloc-là dans le congélateur. Et aussi, ça va être accompagné d'un dépliant qui vous explique comment faire votre analyse, puis c'est vraiment des informations de base. Puis, vous pouvez avoir accédé là, au site Internet pour avoir encore plus d'informations si vous avez besoin d'avoir plus d'informations peut-être pour faire votre échantillonnage, mais je vais vous l'expliquer comment faire l'échantillon. Et votre formulaire de demande. Quand vous allez en acheter, on va vous demander de le remplir avec la municipalité, ou soit à la municipalité ou ici. On veut s'assurer qu'il soit quand même bien rempli et qu'il soit lisible. On veut s'assurer qu'on comprend bien votre adresse courriel pour faire l'envoi correctement. Alors, on met, ça, je vais vous l'expliquer encore une autre fois, là, mais je pense que la pédagogie, la clé, c'est la répétition. Je vais vous le redire, mais toujours mettre votre formulaire dans un Ziploc et bien sûr le refermer parce qu'avec les bouteilles, le petit bloc, ça peut faire de la condensation et on perd l'encre et on veut s'assurer qu'on garde l'information. Ensuite, première chose, on met le formulaire, bien sûr, notre bloc et ensuite nos bouteilles. Vous gardez le dépliant. C'est pour vous. C'est cadeau. Voilà pour ce qui est des matériels à rassembler. Ensuite, ce que vous allez devoir aussi apporter, avoir à votre portée de main pour faire l'échantillon, ça va être de l'eau de Javel ou de l'alcool, mais préférablement de l'eau de Javel, puis un chiffon. Là, avant aussi de recueillir votre eau, vous allez choisir votre robinet. On suggère toujours le robinet que vous consommez, de l'eau, que vous cuisinez. Ça fait que en général, c'est celui de la cuisine qu'on utilise. Et si vous avez un système de traitement d'eau, alors, bon, il y a deux options qui s'offrent à vous. Si vous avez déjà fait votre analyse avant de votre système de traitement, c'est correct, vous pouvez comme faire prendre l'eau après votre système de traitement. Mais si vous voulez faire une vérification, si votre système de traitement fonctionne bien, bien là, c'est sûr que là, ce qui est conseillé, c'est faire peut-être deux analyses. Pour ça, si vous avez besoin peut-être là, de savoir si votre système de traitement pour enlever le manganèse fonctionne bien, bien, vous faites le traitement avant le système de traitement et un échantillon après. C'est le fait d'acheter deux kits, mais là, ça serait métaux qu'on achèterait 2 fois. Le laboratoire vous conseille quand même toutefois, là, pour sauver des coûts, peut-être le faire après. Après le système de traitement pour s'assurer que l'eau que vous buvez, elle est potable, elle est correcte. Puis ça va vous éviter aussi certains coûts, mais c'est quand même... c'est à vous de voir, de décider si vous voulez savoir quelle est votre eau brute ou quelle est votre eau traitée. Alors, quel robinet choisir? Bon, ça, on y a répondu. On y a répondu avec le système de traitement. Est-ce que j'ai un système de traitement? Alors, non. Alors, parfait, vous pouvez recueillir l'eau de ce robinet. Si oui, ça, c'est sûr que la santé publique, elle veut savoir elle veut s'assurer que vous sachiez votre eau brute. Mais si vous avez déjà un système de traitement, ça veut dire que vous savez déjà que des problèmes. C'est pour ça que vous avez mis un système de traitement. Fait que nous, on vous propose avec le laboratoire, vous pouvez juste faire avec le système de traitement. Une chose à ne pas faire, d'utiliser un robinet extérieur. Si vous n'avez aucun choix, vous voulez vraiment savoir l'eau brute, mais là, votre système de traitement, il est comme dans tous les réservoirs, sauf celui de l'extérieur. Alors, le laboratoire vous conseille de prendre un pot d'eau de Javel et de tremper pendant 5 minutes le réservoir extérieur pour vraiment s'assurer de tuer toutes les bactéries qui sont dans le réservoir extérieur. Parce que c'est sûr que le réservoir extérieur, il y a beaucoup d'insectes qui s'y trouvent.
Alors, il peut y avoir beaucoup d'excréments d'insectes qui peut nuire à votre échantillon. Puis, montre dire qu'il y a plus de contaminants qu'il y en a réellement. Ensuite, une autre question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que votre robinet a des poignées séparées, comme ici, eau froide, eau chaude? Ou est-ce que maintenant, il y a beaucoup, c'est juste une poignée? Si vous avez 2 poignées, alors c'est correct, vous faites couler 5 minutes l'eau froide. Il faut vraiment vider les tuyaux qui sont à l'intérieur de la maison et aller vraiment chercher l'eau du puits, l'eau de la roche. C'est pour ça qu'on fait couler 5 minutes. Si vous avez toutefois, par exemple, une poignée, bien, vous faites couler l'eau chaude pendant 2 minutes et l'eau froide pendant 5 minutes. Dans nos formulaires de demande, les instructions sont derrière. Vous avez quand même accès à ces informations-là. Sinon, sur le site Internet aussi, vous avez accès à ces informations-là. C'est des informations que moi, je vous donne en ce moment qui sont très importantes pour l'échantillonnage. Alors, voilà pour ce qui est de ça. Je vous ai expliqué le 2 minutes. Quand recueillir votre eau, le matin même du dépôt ou la veille, bien sûr, ceux qui doivent le prendre, mais c'est vraiment avant d'aller déposer nos kits au bureau municipal. Je vous rappelle les dates d'envoi des kits sont le 22 avril, 29 avril, 21 mai, 10 juin, de 8h à 11h ou même un petit peu avant. Sinon, si vous devez retourner votre échantillon avant 8h du matin, comme je vous ai expliqué, il y a une glacière derrière la municipalité. Vous allez pouvoir déposer vos kits dans cette glacière. J'ai un petit vidéo que j'espère qu'il va fonctionner, à vous présenter de tous les détails un peu sur comment faire prendre son échantillon. J'ai une question. Oui. Je viens faire couler l'eau pendant 5 minutes, mais au fond, ce que je veux recueillir, c'est l'eau qui provient du réservoir d'eau. On veut quand même aller chercher si votre eau souterraine est contaminée. C'est ce qu'on veut. Ben oui. Nous, le robinet, la pompe, il y a de l'eau dans le réservoir Oui. qui est accumulée. On ne pourra pas vider ce réservoir-là en 5 minutes. Bien, ça, c'est une recommandation qui est quand même faite pour moi. Là, c'est sûr que ça, c'est certains cas particuliers. Surtout de vous, c'est. 40 gallons, OK. Bien, ça, c'est une recommandation qui est faite par le laboratoire, par la santé publique, Notre région. pour vraiment la majorité des installations. C'est pour ça que le 5 minutes, mais moi, je peux prendre votre question. Puis. Non. Je vais dire, les systèmes de pompe que je connais, moi, ils ont tous des réservoirs comme ça. OK. Si je peux me permettre, le réservoir de pression, généralement plus petit, 40 gallons, c'est vraiment trop. Personnellement, je ne connais pas j'ai jamais vu un réservoir de pression de 40 gallons. 40 gallons, c'est beaucoup. Généralement, un réservoir de pression, c'est environ 10 gallons. OK. Puis, vous prenez votre eau, si votre pompe part quelques fois, ça va être suffisant. Dans les années 70-80, il y avait quelqu'un qui vendait des pompes à eau à l'hydrate. Il vendait tout avec un réservoir. OK. C'est ça que tout le monde a un peu la même type d'installation. Moi, je vais prendre votre question, puis je vais aller m'informer à la bonne personne pour m'assurer de votre situation, qu'est-ce qu'il y en est. Puis par la suite, on va essayer de vous faire parvenir, soit peut-être sur les réseaux sociaux, ces informations-là. Ou une façon ou une autre, on va avoir vos courriels, vos numéros de téléphone aussi, là, quand vous allez avoir acheté vos kits. Puis, que vous voulez, le métaux? Vous pouvez l'acheter, vous ne l'avez pas? Ben, vous allez l'avoir à la municipalité lundi, fait que vous allez pouvoir laisser votre numéro de téléphone. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir marquer aussi votre situation et comme ça, on va pouvoir faire un suivi pour répondre à votre questionnement. C'est l'option que je vous donne. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Nous, c'est sûr qu'on se base sur des recommandations qui viennent du ministère et des laboratoires.
Souvent, c'est quelque chose qui est toujours... Le laboratoire va vous dire la même chose quand va vous présenter comment faire l'échantillon. Alors, c'est pour ça que je vous remets cette information-là, mais on peut creuser puis voir un peu plus loin. Alors, je vous présente le vidéo. Et voilà, ça, c'est nos collègues qui ont fait ce petit vidéo. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire, juste vous rappeler, bon, le boyau d'arrosage, ça vous a fait rire, je vois que c'est assez logique, mais qu'est-ce qui peut arriver, par contre, c'est laisser l'eau déborder du contenant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est rincer le contenant fourni par le laboratoire parce qu'il y a un agent de conservation dans le contenant. Fait que vous allez voir, il y a peut-être la petite poudre blanche à l'intérieur des bouteilles. Il ne faut pas les rincer, il faut les conserver. Ça peut fausser sinon votre analyse. Et déposer le bouchon, c'est des accidents qui arrivent et les contaminations. On a réalisé que si les gens mettaient le bouchon sur le comptoir, un accident est vite arrivé. Le bouchon tombe ou après ça, quand on le reprend, bon, on touche à l'intérieur. Fait que il faut vraiment s'assurer là, qu'on... C'est pas long non plus, là, quand on prend notre échantillon, on le fait là, on le garde dans ses mains. Puis, parce que quand si on le dépose, on va y toucher. On ne sait pas comment on va y toucher. Il faut vraiment s'assurer à ne pas toucher l'intérieur du goulot parce que nos mains peuvent avoir des microbes et peuvent fausser l'analyse. Sais-tu qu'est-ce que ça fait de laisser déborder? Le fait de laisser déborder, je pense que c'est comme un rinçage qu'on fait. Fait qu'on enlève une partie de la poudre. C'est pour ça qu'on veut éviter ça. Bon, comme je l'ai dit, contaminer l'intérieur du goulot, du couvert par les mains ou tout autre objet. Après avoir recueilli votre eau, alors vous allez garder les bouteilles au frigo, mais pas au congélo. Fait que dans le fond, on met le bloc au congélo, première chose qu'il faut faire. Puis les bouteilles, après avoir pris son échantillon, on les met au frigo. Puis après ça, quand on décide de partir à la municipalité, on les prend, on les met dans la glacière et on part. Et aussi, vous allez rapporter au bureau municipal les bouteilles dans la petite glacière fournie à cette fin, accompagnée des blocs, formulaires complétés. Je vais vous montrer comment compléter votre formulaire aussi. Ça a été déjà mentionné. Vous allez au bureau mettre ça dans la glacière à cet effet. Alors, comment remplir le formulaire de demande d'analyse? Alors, la première section qu'on va vous faire remplir quand vous allez acheter vos kits, ça va être vraiment l'adresse de prélèvement, votre nom et aussi votre adresse courriel. Si ce n'est pas votre adresse courriel, vous n'avez pas d'adresse courriel, essayez de mettre une adresse courriel d'un parent proche ou d'un ami que vous faites confiance. Ensuite, vous allez, la date et l'heure, vous n'inscrivez pas ça quand vous allez l'acheter. Vous allez seulement l'inscrire quand vous allez prendre votre prélèvement. Puis ça, c'est vraiment important de ne pas oublier de le faire parce que le laboratoire ne va pas analyser votre échantillon s'il n'y a pas l'heure et la date. Il faut vraiment, s'il y a un oubli, on va vous appeler puis il faut vous rappeler l'heure à laquelle
parce qu'on fait des vérifications avant l'envoi pour s'assurer que les formulaires sont bien remplis. Mais s'il y a un oubli, essayez de vous rappeler toujours l'heure et la date, là, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse un nombre comme un 48 heures. Non, l'échantillon est plus bon. Il va falloir aussi que vous nous identifiez où vous avez pris votre eau. Dans la cuisine, dans un chalet, à la maison, à votre résidence permanente. Puis si c'est de l'eau brute ou de l'eau traitée, ça va être indiqué sur le formulaire. Vous marquez aussi le nom de la personne qui a pris l'échantillon. Si vous avez déjà fait une désinfection, indiquez la date. Ça, c'est si au besoin. Si vous en avez déjà fait une, vous marquez la date que vous avez fait la dernière désinfection. Parce qu'il y a c'est une semaine d'écart entre les analyses puis la désinfection. Ensuite, les options ici sont déjà cochées. Nous, on les a déjà cochées dans vos kits. Si on prend un kit qui est ici avec numéro 1 et 2, on a déjà pré-coché vos formulaires. C'est comme ça, là, vous n'avez pas besoin de remplir cette case-là. Par la suite, ce qu'on va vous demander, par contre, c'est de cocher si vous préférez être appelé par téléphone pour avoir votre liste, mais vous enverrez peut-être pas par courriel. Fait que souvent, c'est pour ça que c'est important de marquer que vous voulez avoir votre papier, vous voulez avoir vos informations là, sur Internet. Comme ça, parce qu'ils peuvent le faire, le service au téléphone, mais c'est juste que là, après ça, il faut vous rappeler tous les chiffres là, qui vont vous énumérer. S'il y a une contamination microbienne, ils vous appellent immédiatement pour vous dire d'arrêter de consommer votre eau. Toutefois, s'il y a une contamination aux métaux, vous allez savoir quand vous allez avoir votre résultat. Parce que c'est des risques qui se développent à long terme. Fait que on est moins dans l'urgence que qu'est-ce qui est microbien. Ça varie de 2 semaines à 4 semaines, mais Agro-Envirolab sont quand même assez proactifs. Il y a des gens qui ont reçu ça à l'intérieur d'une semaine. Mais je ne peux pas vous garantir que vous allez recevoir. C'est vraiment 2 semaines à 4 semaines. Je préfère donner plus de semaines que de faux espoirs. Par la suite, ceux qui n'ont pas de courriel, vous pouvez quand même, on vous donne le choix de marquer mon courriel et celui de la municipalité. Si vous n'en avez pas, comme moi, je vais pouvoir vous aider à interpréter vos résultats, puis la municipalité va pouvoir vous aider à imprimer aussi là, vos résultats. C'est vraiment, mais on préfère que vous trouviez une adresse d'une personne de confiance. C'est sûr que nous aussi, on est quand même assez occupés des fois qu'on ne répond pas tout de suite si vous avez une urgence. C'est pour ça que je vous propose plus quelqu'un de confiance qui va pouvoir être là pour vous aider assez rapidement. Et vous le signez. Il faut remplir à l'encre indélébile et par la suite, on le met dans le Ziploc. Et que faire quand vous recevez vos résultats d'analyse? Alors, un certificat d'analyse, ça ressemble à ceci. Alors, vous avez une colonne, si vous faites 3 analyses, vous allez avoir peut-être 3 certificats d'analyse. Vous allez avoir le certificat pour le microbien qui va arriver plus tôt, parce que c'est les premiers échantillons qui analysent. Après ça, les nitrite-nitrate et par la suite, métaux lourds. Alors, ça, c'est un exemple avec un certificat pour microbien. Alors, on a les unités de mesure et aussi la colonne qui est ici, ça va être les résultats. Et ça, c'est la norme ici. C'est la norme pour ces paramètres. Ça, c'est un autre certificat d'analyse qui c'est pas un laboratoire, c'est pas nous, c'est Agro-Envirolab, c'est le premier que je vous ai présenté. Ensuite, quand vous allez avoir votre certificat avec vos informations, je vous invite d'aller sur le site Mon eau, mon puits. Vous l'avez sur votre dépliant et il y a un outil sur Mon eau, mon puits sur le site qui vous permet d'interpréter vos résultats. Alors ici, on clique, qui est marqué en haut, dans la bannière en haut, qui est marqué « Outils d'aide pour comprendre vos résultats ». Alors, on clique sur cet outil et là, il vous invite à lire, c'est pour comprendre son certificat. Là, vous pouvez cliquer là, « Commencer ici ». Et en cliquant ici, vous devez accepter les conditions. Puis ensuite, en acceptant les conditions, ça vous amène au formulaire. Alors, vous allez avoir, là, vous allez rentrer vos résultats dans les bandes blanches. Il peut y avoir TNN. Ça veut dire trop nombreuses à compter.
C'est pas, ça veut dire qu'ils ont comme arrêté de compter. Fait que vous pouvez cocher cette option-là. Ou si vous avez 0, cochez 0 aussi. E. coli, entérocoque, même chose. C'est des informations que vous allez avoir sur votre. On les a pour les métaux lourds aussi. On les a pour les nitrates. Alors, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez soumettre vos résultats, il va y avoir ces indicateurs-là qui vont vous afficher. Si vous avez un dans vos paramètres qui est à risque, ben c'est le premier qui va afficher en haut. Et que ça va apparaître comme risque pour la santé en haut, puis ceux-là qui sont conformes vont être vers le bas. Et ils vont vous mettre là, vraiment ceux-là à surveiller, puis à peut-être porter des modifications. Les recommandations qui viennent avec, on voit que ceux-là, c'est un exemple, c'est pour E. coli, ça veut dire que c'est conforme, c'est vert. La petite recommandation, c'est de faire 2 fois par année vos analyses. Mais les autres recommandations qui peuvent être fournies là, par le site, ça va être vraiment de cesser de consommer l'eau, faire bouillir l'eau, chercher la source de contamination. Souvent, c'est vraiment conseillé, c'est avant de passer à la désinfection choc au chlore, on vous invite à essayer de chercher la source, à essayer de trouver là, parce que je vais juste donner un exemple comme ça d'un collègue qui avait fait une analyse. Il y avait plein de colonies atypiques. Et ça, souvent, quand on a des colonies atypiques, c'est symbole que ça viendrait peut-être d'insectes, d'animaux. Ça serait plus vraiment de sources plutôt naturelles, là, pas humaines. Et là, il a regardé son puits, puis il y avait une colonie de perce-oreilles qui avait fait son nid dans son puits. Fait que c'était ça, sa source, qui contaminait son eau. Fait qu'en enlevant ça, il a fait après ça sa désinfection quand même, puis il a fait réanalyser, puis c'était correct. Fait que c'est ça, essayer de voir un peu là, quel problème s'il y en a, puis c'est souvent, c'est recommandé. Puis si éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, on va faire une autre séance d'information un petit peu plus tard, en mai, pour ceux qui ont des puits contaminés. Puis on va inviter la santé publique qui va venir vraiment vous appuyer, là, puis vous donner comment faire une désinfection de puits. Ensuite, vous regardez un peu un checklist des choses là, pour trouver la source de la contamination, puis essayer de trouver des mesures pour corriger votre problème. Quand on dit faire bouillir l'eau, combien de temps? En général, quand on fait bouillir l'eau, c'est un 5 minutes. C'est souvent conseillé par la santé publique là, quand on est de 5 à 10 minutes, là, mais là, ça, je ne veux pas dire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît par cœur, cette information-là? Peut-être juste vérifier sur Internet pour la faire bouillir parce que il me semble que c'est 5 minutes. C'est inscrit, par contre. Il inscrit le nombre de minutes sur le site. Ensuite, chercher la source de contamination, bien sûr, désinfecter le puits. Bon, ça c'est des choix qui vont sortir. Ensuite, c'est comme ça, je vous ai proposé d'aller sur le site Mon Puits. Et si au besoin, là, vraiment, vous êtes un peu dépourvu, la municipalité, elle n'a pas de réponse pour vous, vous pouvez me contacter. Nous, dans le fond, on a un lien avec la santé publique, les laboratoires et aussi la chaire de recherche de l'UQAR, puis sinon le ministère de l'Environnement pour éventuellement trouver une solution à vos problèmes en fonction de la nature de votre problème. Fait que ce qui est intéressant avec ce problème, avec ce projet-là, c'est que vous avez un accompagnement aussi après. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Vous avez posé au fur et à mesure un peu, hein, c'est ça. Ben là, moi, je pense que je vais vous inviter. Ah oui, la question pour la personne en ligne. C'est un peu répondu. C'est le cas où nous avons un système de traitement de l'eau. Je ne comprends pas bien l'intérêt de faire analyser l'eau avant le traitement d'eau, car l'eau qu'on boit est traitée. Pour moi, l'intérêt est d'analyser l'eau que nous buvons. Oui, ben c'est ce qu'il peut tout à fait faire cette option-là. C'est juste pour savoir si ton système de traitement, tu t'es pas fait vendre n'importe quoi. C'est pour ça que la santé publique suggère de faire 2 analyses. Puis, il y a aussi sur le site Internet, il est quand même il est vraiment intéressant, puis il est facile à naviguer. Il y a un tableau aussi pour si vous avez tel contaminant,
il vous explique, mettons, ça, c'est tel traitement pour tel contaminant, pour enlever tel contaminant. Puis, fait qu'au moins, vous avez comme une idée. Fait que là, quand vous allez aller chercher un système de traitement chez les entreprises, ben, vous allez avoir au moins une référence, là. Vous n'allez pas vous faire proposer n'importe quoi, là. Vous allez quand même, ça a été fait quand même par la santé publique, ce tableau-là. Y avait-tu d'autres questions? Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on passe à, est-ce que ceux qui veulent acheter les kits, je vous invite, on a les kits pour l'option 1 et l'option 2. Et ceux qui veulent acheter le kit La Totale, ben, ça va être pour lundi. La totale, c'est micro, Nitrate. et Ouais. Puis en plus, qu'est-ce qui pourrait être fait, c'est que si vous achetez votre kit le matin même, là, vous arrivez à la municipalité à 8 heures, vous achetez votre kit, vous allez à la maison faire votre échantillon, puis il faut que vous venez le reporter avant 11 heures pour que vous allez pouvoir avoir accès là, à votre résultat. Là. je fais l'option 2, mettons. Oui. Après ça, je veux faire les métaux. Les métaux, oui. Et là, les métaux, ils vont commencer. C'est pas une bonne idée. Ils peuvent faire juste les métaux. Ben là, nous, on n'offre pas cette option-là. Ça, c'est l'option qui est en ce moment. Je sais que si vous faites affaire avec le laboratoire, ils pourraient vous offrir que les métaux. Ouais. Mais là, c'est sûr que vous n'avez pas accès au rabais de la municipalité. C'est sûr qu'avec le temps, peut-être les options vont changer. Là, c'est sûr qu'on est arrivé, on arrive avec des options parce que c'est avec un portrait un peu de la situation. On sait qu'il y a des zones agricoles, vous êtes en aval, il y a du nitrate, puis on préfère offrir un peu vraiment la totale. Juste à faire les métaux. Non, c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas. C'est juste que tu sais, ça sera pas dans le fait, là. C'est lundi, je dis lundi, c'est possible. Non, c'est ça, c'est lundi. Fait que c'est ça. Je vous invite à venir prendre vos échantillons à l'ouverture du bureau pour ensuite venir les porter avant 11 heures pour qu'on puisse faire l'envoi avec le transporteur. Ben, je vous remercie pour cette belle écoute, puis belle participation. Oui, ça